avocat international, droit de l'homiste, qu'est-ce qui a poussé Maître Abdoulaye Tine à créer son propre parti politique? Merci, M. Sylla. Qu'est-ce qui m'a poussé personnellement à me lancer dans la sphère politique via la création avec des amis du mouvement politique? C'est qu'on est parti d'un double constat. Le premier constat, c'est effectivement l'impérieuse nécessité de réhabiliter la politique. On a noté que ces dernières années, effectivement, il y avait une désaffection de la sphère politique, contrairement aux premières années de l'indépendance. C'est-à-dire, les élites ont quitté la politique, mais surtout, même les masses, c'est-à-dire nos concitoyens, bien sûr, ne croient plus, ou en tout cas la politique ne les fait plus rêver, parce que la politique était devenue au Sénégal un champ d'affrontement interpersonnel, de querelles, de chapelles et de personnes. Or, dans son accession la plus originelle, la politique au sens noble du terme, c'est l'art de gérer la cité, c'est parler effectivement de projets au service des intérêts du plus grand nombre. Donc, nous avons jugé utile qu'il fallait effectivement mettre en place un cadre de participation pour pouvoir œuvrer pour la réhabilitation de la politique, parce qu'on ne peut pas abandonner comme ça la sphère publique, nos destins, la responsabilité nationale, entre des mains qui sont plus en tout cas soucieux de régler des comptes que toute autre chose. Est-ce que vous ne courez pas le risque de faire de votre parti une formation politique élitiste? Pas du tout, parce que tout simplement, à la base, comme je vous ai dit, c'est une dynamique qu'on a initiée il y a de cela 3 ans. Et avant cela, nous avons pris le soin d'interroger des citoyens de catégories socio-professionnelles différentes à travers les 14 régions du Sénégal et de la diaspora. Le constat est unanime. Tous ces citoyens ont l'impression que les institutions qui sont là ne les représentent plus ou ne prennent pas en considération leurs préoccupations. Ils ont l'impression effectivement qu'entre 2 élections, on vient leur demander leur voix et après on repart. Et d'un système à l'autre, ça ne change pas. Et donc, finalement, on a été convaincus que pour changer les choses, pour faire advenir la vraie rupture, il était incontournable de prendre des mandats électoraux. Prendre des mandats électoraux, bien sûr, pour participer à l'exercice du pouvoir. Et donc, en le faisant, bien sûr, c'est s'appuyer sur ces masses. C'est pour ça que je vous disais que c'est une dynamique qui a été initiée il y a 3 ans, et nous avons pris le soin, effectivement, de bâtir un appareil qui entend travailler avec toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les couches sociales de ce pays, pour pouvoir effectivement fédérer l'élan collectif et libérer le pouvoir créateur des Sénégalais. J'ai envie de vous dire, mais pourquoi, maître, on doit vous croire? Parce que pratiquement tous les hommes politiques ont de bonnes intentions quand ils sont à la conquête du pouvoir, mais dès qu'ils y accèdent, le discours et les comportements changent. Parce que déjà aussi, c'est la 3e raison qui nous a amené à créer ce cadre de participation. C'est parce que nous nous insurgeons contre cette représentation qui veut faire de la politique une somme de promesses non tenues, que nous avons jugé utile effectivement de lancer une nouvelle voie, une voie qui ne sera ni de l'opposition, ni de la majorité actuelle. Ce n'est même pas une 3e voie intermédiaire, un mix des deux, mais c'est une nouvelle voie qui est en train de naître et qui va se forger. Et c'est le Macron sénégalais, peut-être, non? Le Macron sénégalais, peut-être, je dirais plutôt si on inversait, c'est-à-dire si on disait qu'il était le Tine sénégalais. Pour la bonne et simple raison que mon parti politique aujourd'hui a son récépissé. Le ministre de l'Intérieur a signé le récépissé le 21 septembre 2016, alors que l'Assemblée générale constitutive du parti s'est tenue en mai 2014. Et quand j'ai parlé de social-libéralisme, quand j'ai déposé mes statuts, ni Macron ni Valls n'étaient effectivement lancés à cette dynamique de conquête du pouvoir par des idées nouvelles, mais c'est le constat, c'est une habilité politique peut-être qu'on a eue, mais qui est fondée sur une observation lucide
des réalités du moment, du fonctionnement des sociétés à travers le monde, mais aussi au Sénégal, qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens de croire aux bâtisseurs d'utopie, parce que le socialisme tout court, on a vu les résultats qu'il a fait, le libéralisme tout court, ce n'est pas possible, le social-libéralisme donc est ce qui peut permettre à nos sociétés de fonctionner correctement, parce que tout simplement, c'est assurer le primat de la liberté, y compris la liberté d'entreprise, mais également fondé sur l'exigence de justice sociale, parce qu'entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. Ce juste milieu-là, donc c'est une doctrine pragmatique, et si vous regardez même dans l'histoire politique du Sénégal ces dernières années, nous avons vu que sous les régimes socialistes, que ce soit d'Abdou Diouf ou de Senghor, mais plus précisément d'Abdou Diouf, nous avons eu les programmes d'ajustement structurel, c'est-à-dire des programmes mais à connotation libérale, des engagements de l'État, privatisation de la santé, réduction des effectifs de la fonction publique, et j'en passe sur le reste. Donc c'est des politiques libérales qui ont été appliquées depuis ces années. Alors, le libéralisme aussi, sous Abdoulaye Wade, on a vu que Wade n'a pas été qu'un libéral. On a vu effectivement la généralisation des bourses pour tous les étudiants, les plans Diakhaï et autres. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la seule doctrine qui vaille, c'est une doctrine de l'action, c'est-à-dire fondée sur la recherche de solutions opérationnelles pour pouvoir effectivement trouver les meilleures solutions, en tout cas, aux problèmes auxquels nos citoyens sont confrontés. On vous a connu à Paris quand vous étiez le patron de Karl Lenel, le parti de Amsatou Sow Sidibé. Que le divorce n'a pas été difficile? Non, et je ne crois pas qu'il y ait vraiment un divorce entre Amsatou Sidibé et moi-même. Comme vous l'avez dit, Amsatou, un de mes anciens professeurs, pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime. Nous avons initié et forgé ensemble le mouvement Karl Lenel. On a été à l'élection présidentielle, on a bâti campagne avec conviction, mais effectivement, en un certain moment, elle était, je ne sais pas si elle est toujours d'ailleurs, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et moi-même, dès les premières années de l'alternance, de cette alternance sous Macky Sall, j'ai tout de suite pris conscience qu'il y avait un décalage entre le discours et la pratique, et que ce que je voyais appliquer comme fonctionnement et pratique n'était pas le sens de notre engagement pour 2012. Et pour cette raison, je me suis retiré. Mais on n'a pas pour autant désespéré de pouvoir encore réunir les forces pour continuer la dynamique qu'on a initiée. Et aujourd'hui, il y a un continuum entre l'action qu'on a menée et l'action qu'on est en train d'entreprendre aujourd'hui. On ne connaît que Maître Abdoulaye Tine dans ce nouveau parti. Pouvez-vous nous citer d'autres noms que les Sénégalais pourraient peut-être connaître? Exactement. Bon, il y a beaucoup d'autres cadres qui sont dans la diaspora et ici, et qui, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, apparaîtront au devant du Sénégalais, des Sénégalais plutôt, parce que la singularité de notre parti, c'est que nous avons évité que ce soit un parti personnalisé autour d'un individu. Ce sera un mouvement, une dynamique collective. Peut-être aujourd'hui, j'apparais humblement devant les médias pour m'hisser en porte-parole, mais il n'en demeure pas moins bien sûr. Il y a Ismaïla Ndiaye, qui est un ingénieur en télécommunications, qui a été PDG ici d'une grande société privée dans les télécoms, opérateur téléphonique que je ne citerai pas, et qui est retourné en France, qui excelle dans son domaine. J'ai Sidi Diop, qui est docteur en économie, qui a été effectivement à la Banque islamique de développement. Il y a Babacar Sène, qui est professeur agrégé en économie. Il y a d'autres noms que je tairai pour des raisons professionnelles, mais effectivement, j'ai toutes des catégories. J'ai des commerçants qui sont ici, en Thaïlande, en Chine, en Asie. J'ai des entrepreneurs, j'ai des étudiants. Donc, nous avons toutes les catégories socio-professionnelles qui vont jouer de manière harmonieuse et collective. Le but de notre engagement, c'est fédérer effectivement ces énergies individuelles et les mettre au service d'un projet collectif. Alors, les élections législatives s'approchent. Allez-vous présenter une liste? Oui, nous allons prendre part à tous les rendez-vous démocratiques.
La présidentielle aussi. La donc. présidentielle en 2019 et l'élection législative. Est-ce que Maître Tine sera le candidat à la présidentielle ou Pas forcément. pas forcément? Pas forcément, c'est important comme question. Pas forcément. Le moment venu, l'Union sociale libérale, les organes appropriés se réuniront et désigneront un candidat. Vous êtes un Sénégalais de l'extérieur. Avez-vous un message pour vos compatriotes de la diaspora? Oui, j'ai un message pour les compatriotes de la diaspora. Le message, il est le suivant. Je les exhorte vivement à s'impliquer dans la sphère politique. Moi, mon expérience et l'observation de la réalité sénégalaise m'a permis d'apprendre la chose suivante. Ce n'est pas à coup de transfert Western Union qu'on va régler les problèmes des familles sénégalaises. Ce n'est pas seulement par des transferts. Encore mieux, c'est que pour que les Sénégalais de la diaspora soient à l'aise, pour qu'ils soient bien installés et qu'ils soient capables de construire des épargnes, mieux les populations verront ici sur place leurs conditions de vie améliorées, qu'ils auront, nos frères, des perspectives d'emploi, moins de charges ils auront. Donc c'est pour leur dire effectivement qu'il y a les élections législatives qui vont venir. Je les demande vivement, quel que soit leur agenda, d'aller s'inscrire massivement. Et tout ce désaccord, tout ce mécontentement, il faudra qu'au soir de l'élection législative, que cela puisse résonner dans les urnes. Ce n'est que comme ça. Et je vous dis que ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose de tout à fait possible. D'ici quelques mois, ils peuvent changer les choses. Changer les choses, c'est que s'ils donnent à notre parti une majorité ou notre coalition, on sera en mesure tout de suite d'imposer une cohabitation et d'appliquer nos idées et commencer à changer la réalité sénégalaise en attendant bien sûr l'élection de 2019. C'est pour leur dire qu'ils ont la capacité aujourd'hui de changer les choses et c'est aussi tout le sens de notre démarche, tout le sens de notre engagement. C'est quoi? C'est reprendre ce pouvoir et le redonner aux citoyens pour qu'ils se sentent écoutés, qu'ils sentent qu'ils sont maîtres de leur destin. Être secrétaire général d'un parti, président d'un parti et résider à l'extérieur, ça ne fait pas problème? Non, ça ne fait pas problème dans la mesure où, comme je vous ai dit, le mouvement repose sur une dynamique collective. On a des cadres ici qui ont des responsabilités, qui participent, qui travaillent. J'ai des commerçants, j'ai des hommes d'affaires qui sont investis. Ce n'est pas un parti encore individuel, c'est un mouvement collectif. Ça, c'est le premier point. Et par rapport à cette question, d'ailleurs, on l'a posée en bureau. Il y a quelqu'un, effectivement, qui nous a sorti la réponse. On nous a dit non. Regardez, Maître Wade, il résidait à Versailles 9 mois et 3 mois à Dakar. Il n'en demeure pas moins qu'il a pu faire et changer le visage du Sénégal. Donc, si vous regardez, moi, bien que étant avocat au barreau de Paris, j'effectue quasiment plein de déplacements au Sénégal. Je peux dire que pour chaque mois, au moins en moyenne, je passe entre 10 et 12 jours à Dakar. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, quelqu'un même qui est très proche du pouvoir me disait que si on fait le décompte, finalement, je passe plus de jours à Dakar que Macky Sall. On va parler un peu de l'actualité. Quel commentaire vous inspire la dernière sortie du procureur qui menace pratiquement ses détracteurs, hein? Très bien. Le commentaire, il est très simple. C'est un commentaire citoyen. Vous savez, moi, je suis un défenseur des droits de l'homme, convaincu de la nécessité de faire respecter les principes de l'état de droit. Juste, je rappelle au procureur que dans un état de droit, le rôle du procureur, c'est de rassurer les citoyens et non pas de les menacer. Qu'aujourd'hui, les menaces devaient aller ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire les auteurs de cette insécurité aujourd'hui. Aujourd'hui, Dakar est envahi par un sentiment d'insécurité, avec la recrudescence des meurtres, des agressions. Et je pense qu'il était beaucoup plus opportun de faire une sortie pour parler de cette insécurité, c'est-à-dire de parler des vrais problèmes. Et je rappelle aussi que dans un état de droit, dans la démocratie, il y a une liberté d'opinion des concitoyens qui doivent parler de l'organisation de la justice. Et je rappelle juste au procureur que
s'il s'interroge rétrospectivement sur ces dernières années de pouvoir, notamment en 2012, le président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, Moustapha Niasse, il est parti manifester, caillou à la main, devant l'Assemblée nationale. C'est vrai, les images sont là. Macky Sall, le président, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur la décision du Conseil constitutionnel? Est-ce qu'on a entendu un procureur? Parce que Wade était soucieux du respect de la liberté d'opinion. Je leur demande donc de se ressaisir et de laisser le jeu normal des institutions de faire et de laisser les politiciens parler de politique et d'attendre. Voilà, donc le débat judiciaire, un procureur, il ne mène pas les débats avec les politiciens, il mène les débats avec les juges et les avocats. Vous n'avez pas peur d'être un tout petit peu embêté, entre guillemets? Pas du tout. Je suis très serein, parce que je suis un citoyen sénégalais qui, depuis mon tendre enfance, est convaincu de sa citoyenneté. Et je suis convaincu que ce pays n'appartient à personne et que même ceux qui sont au pouvoir n'ont pas plus de droits qu'aujourd'hui. Et en plus de cela, je suis avocat. Donc ce n'est pas un procureur qui peut me dire. Une toute dernière question. Vous êtes l'un des rares droits de l'homiste, en tout cas, à, entre guillemets, dire que Karim Wade a été injustement emprisonné. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le pouvoir ne pourrait pas faire un rapprochement entre l'initiative que vous avez prise comme ça et le cas Karim Wade? Ils peuvent faire toutes les formes de rapprochement qu'ils veulent. Ça ne n'engage que. Mais moi, je sais quel est le sens de mon engagement. Et ces gens qui tenteront de faire le rapprochement, je ne pourrai que les renvoyer au sens de mon engagement en 2012. Je vous rappelle que je n'ai pas été seulement avocat, donc intervenant en tout cas dans le cadre de l'avis du groupe de travail en tant qu'expert. J'ai été avocat principal du collectif des victimes des violences électorales. J'ai poursuivi tous les auteurs de ces violations des droits de l'homme jusqu'à ce que les juridictions les condamnent. Donc ça veut dire quoi? C'est que nous, aujourd'hui, si nos adversaires d'hier, en tant que droits de l'homiste, étaient devenus nos alliés, ça nous rassure parce qu'on est constant dans la défense des principes. Ça montre une chose, une constance, c'est que nous, on est pour les principes et on ne va pas changer. Ça veut dire effectivement qu'il y a une pérennité, une constance de notre engagement. Et c'est pour ça effectivement que, comme vous me dites, s'il y a des gens, ils peuvent faire tous les rapprochements possibles, mais nous, on sait pourquoi on a initié cette dynamique et de toutes les manières, le temps est le meilleur juge. Merci, maître.